Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dragon Ball. Aujourd'hui nous allons revenir sur un personnage qui a marqué Dragon Ball le manga mais également la pop culture. Lors du dernier épisode nous avons analysé le cas de Trunks sous ses différents aspects afin de révéler au-delà de la qualité assurément bonne de ce personnage, les valeurs et les messages qu'il véhicule. Mais à l'ordre du jour nous analyserons le cas du prince des Saiyans, j'ai nommé Vegeta. Vegeta, quatrième du nom, est le prince du peuple Saiyan vivant sur la planète Plante, rebaptisée planète Vegeta, lorsque son père le roi l'a pris d'assaut afin de la conquérir et d'en faire sa planète. De nature mauvaise, fier, orgueilleux, égoïste, égocentrique et tout ce qui finit en hic, il est introduit en tant qu'antagoniste, voulant tuer Goku et ses proches ainsi que de détruire la Terre. Seulement, il sortira de ce combat face aux terriens défaitistes. Il avait réussi à battre Goku mais avec énormément de difficultés au point de le prendre comme une défaite. Pour quelqu'un d'aussi fier que lui, qui, en plus, appartient à l'élite de son espèce, perdre contre un guerrier de rang inférieur est une humiliation. Sans compter que la Terre ne compte pas seulement Goku comme guerrier et qu'il allait mourir si Goku n'avait pas supplié Krillin de lui laisser la vie sauve. Ce que Vegeta a vécu comme une bien plus grosse humiliation encore. Son adversaire, un guerrier de rang inférieur, avait eu pitié de lui. Un guerrier d'élite, qui plus est, le fier prince des Saiyans. Cette rencontre sur Terre avec Goku marquera le changement progressif du personnage. Et la véritable seconde étape qui impactera l'évolution de Vegeta, c'est cette révélation sur le tragique destin de la planète Vegeta. Une révélation qui le poussera à oublier Goku, puisqu'il s'obstinera à tuer celui qui a anéanti son peuple. Mais Vegeta n'est pas bête, il sait qu'il est trop faible pour le vaincre, alors il cherchera les Dragon Ball de Namek pour devenir immortel et assurer sa victoire face à Freezer. Pour ça, il génocidera des villages entiers de Namek et affrontera tous les soldats de Freezer les plus puissants un par un. Il sera même forcé de faire équipe avec Gohan et Krillin par intérêt commun, combattre la menace Freezer. C'est comme ça qu'il va commencer dans un premier temps par avoir du respect envers eux, qui, au-delà des progrès impressionnants mais toujours insuffisants qu'ils ont fait, ont énormément de cran, savent se battre et faire preuve d'intelligence lors des combats. Ce qui permettra à Vegeta d'être sauvé plusieurs fois d'ailleurs. Malheureusement, malgré cette alliance, Freezer finira par tuer Vegeta. Le guerrier fier et orgueilleux qu'il était se faisait en fait manipuler depuis le début par quelqu'un qui le prenait pour son esclave. C'était le coup de trop pour lui, qui, avant de mourir, fondra en larmes devant Goku et lui implorera de tuer Freezer. Le prince des Saiyans et guerrier d'élite, aussi fier qu'il soit, a supplié un guerrier de rang inférieur de venger leur peuple. C'était la première fois que Vegeta dévoilait ses sentiments et prouvait qu'il avait malgré tout un cœur. Après sa résurrection, il vivra sur Terre, à Capsule Corporation, le domicile de Bulma Brief avec qui il aura un enfant. Le prince des Saiyans a donc fondé une famille malgré qu'il leur porte très peu d'intérêt. Lorsqu'il atteindra à son tour le Super Saiyan, sa fierté et son orgueil referont surface, plus élevés que jamais. Mais sa trop grande confiance en lui ont été un danger et aurait pu causer sa perte si Trunks, si Goku et si Gohan surtout n'étaient pas là pour sauver la situation. À la fin du combat contre Cell, Vegeta aura besoin de voir Trunks du futur mourir pour se rendre compte à quel point il tient à sa famille. Et c'est comme cela qu'il commencera à tisser des liens encore plus puissants avec eux. Le monstre qu'était Vegeta était alors en train de s'humaniser. Et malgré ça, quelque chose le gênait. Quelque chose le poussait à redevenir le guerrier froid et impitoyable qu'il était jadis. Tu le penses vraiment, Vegeta? Cette phrase de Goku nous montre qu'il a compris une chose. Vegeta n'a pas voulu redevenir le guerrier mauvais qu'il était autrefois par pure fierté. Il y avait autre chose. Mais quoi? On y reviendra plus tard. Vegeta finira par revenir à la raison et assumera ses erreurs en payant le prix de sa vie. Puisque comme toute rédemption bien écrite, un personnage ayant fait autant de crimes que Vegeta se doit de donner sa vie en échange pour racheter ses actes. Et il le fera, après avoir pris son fils dans ses bras pour la première fois de sa vie, afin d'expier ses péchés et plus que ça, pour protéger ses proches, Bulma, Trunks
et même Kakarot. Vegeta meurt donc avec beaucoup de regrets, mais aussi avec fierté. Pas la fierté toxique d'autrefois, mais la fierté d'avoir été au moins une fois un héros. Ce qui est génial dans l'écriture de Vegeta, c'est qu'il n'y a pas de fracture brusque entre le Vegeta mauvais et le Vegeta bon. Son évolution vers le bien se fait petit à petit avec beaucoup de finesse. Cela appuie très bien que les rencontres qu'il a fait ont eu énormément d'importance sur lui. Il n'y a pas que l'influence de Goku qui l'a rendu bon, il y a aussi celle de Bulma, aidée de Trunks. Et quoi de mieux pour clôturer l'évolution du personnage que de le faire avouer avec le sourire son admiration vers Goku, qu'il juge comme le plus grand guerrier de l'univers. Après le combat contre Boo, il débutera une toute nouvelle vie dans laquelle il essaiera de rattraper toutes ses erreurs. Et c'est ce que Dragon Ball Super fait à merveille. Puisqu'en plus de Trunks, DBS exploite Vegeta à merveille. Dans Dragon Ball Super, Vegeta ne se bat plus jamais pour tuer son adversaire, mais uniquement pour protéger ses proches. Contre Beerus, il est prêt à tout pour éviter un combat, mais quand il y est forcé, il se bat ensuite pour protéger la Terre et sa famille. Contre Freezer, il se bat pour se venger, mais aussi pour protéger les autres. Le tournoi contre l'univers 6, on s'en fout, il n'y a aucun enjeu dramatique. Contre Black et Zamasu, il se bat pour sauver le monde de son fils et lui offrir un avenir paisible. Et dans le tournoi du pouvoir, il se bat pour protéger sa famille et l'univers. Tous ces combats ont montré que Vegeta avait bien changé, qu'il ne se bat plus pour son plaisir personnel mais avant tout par désir de protection. On nous montre aussi un Vegeta beaucoup plus humain, qui montre de plus en plus ses sentiments envers sa femme, qui emmène son fils au parc d'attractions et surtout qui montre plus d'attention envers Bra, qu'il en avait envers Trunks à sa naissance quand il était encore méchant. Comme s'il voulait se rattraper et montrer qu'il avait changé. Maintenant vous vous dites, mais il a pas parlé de l'arc Moro? Évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Dans l'arc Moro, Vegeta ne se bat pas uniquement pour protéger sa famille ou l'univers. Il le fait aussi pour se racheter des crimes qu'il avait commis. Et c'est là qu'on aborde une facette très intéressante et surtout très profonde du personnage, sa culpabilité. Avec cet arc Moro, on apprend alors que Vegeta culpabilise de plus en plus des crimes qu'il avait commis autrefois. Plus il s'humanise, et plus son passé le fait souffrir psychologiquement. Il a beau être devenu plus gentil aux yeux des autres, Vegeta se verra toujours comme un monstre à cause de ce sentiment coupable. Le seul moyen de soulager cette souffrance et de libérer sa conscience étant de réaliser un acte qui sauvera des vies, deviendra en réalité un échec constant. Contre Beerus, il est trop faible pour protéger quiconque, alors il se ridiculise en public pour apaiser son adversaire. Mais sans succès. Contre Freezer, il aurait été directement responsable de la destruction de la Terre et de ses habitants si Whis n'avait pas remonté le temps. Contre Black Goku et Zamasu, il aura tout donné pour sauver le monde de son fils, mais là encore, il échoue et le monde de Trunks se fera anéantir par Zeno. Dans le tournoi du pouvoir, il perd car trop faible, encore une fois, et la survie de l'univers se fera grâce à Goku, Freezer et ses 17. Et même 6 ans en arrière contre Boo. Pour se racheter, il avait donné sa vie pour essayer de vaincre lui-même la menace et être le sauveur de l'univers, mais Boo n'était pas mort. Vegeta s'était donc sacrifié pour rien. Ce sacrifice avait fait comprendre à la Z-Team que Vegeta était quelqu'un de bien, mais ce dernier ne peut s'empêcher de penser qu'il sera un méchant jusqu'à la fin de ses jours. Et maintenant, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi Vegeta avait voulu redevenir mauvais en redevenant Majin Vegeta? Quelle est cette autre raison que Goku semble avoir discernée lors de leur conversation? Et bah c'est ça. C'est sa culpabilité. Ce n'est qu'une interprétation mais pour moi ça semble très clair. Vegeta a vécu une vie paisible pendant 7 ans aux côtés de Bulma et de Trunks, en dehors de tout combat et de toute violence. Ces 7 années l'ont rendu plus humain, et en devenant humain, il s'est rendu compte de plus en plus des actes qu'il avait commis autrefois. Et cela le faisait souffrir. Pour vaincre cette souffrance intérieure, il existait donc deux moyens. Choisir la solution de facilité et redevenir méchant afin de ne plus ressentir ce genre de sentiments. Ou alors, la situation la plus difficile, assumer ses actes et vivre avec. Il choisira dans un premier temps la première solution avant de se rendre compte que ce n'était pas la bonne et qu'il ne faisait qu'empirer ce sentiment de culpabilité. Ceci n'est pas du foreshadowing, c'est seulement Toriyama qui, 20 ans plus tard, dans Dragon Ball Super donc, a rendu encore plus crédibles et profondes les raisons de Vegeta de rebasculer vers le mal. Bref, revenons à Dragon Ball Super. Dans l'arc Granola le survivant, on continue à appuyer le fait que Vegeta se sent coupable, mais pas uniquement coupable de ses crimes, mais aussi ceux de son peuple qui était dirigé par son père. Les scènes de développement du personnage se font lors d'un entraînement avec Beerus, qui essaie de lui faire comprendre qu'il doit se libérer de son passé s'il veut continuer d'évoluer. Il se pourrait donc bien que Beerus, et pourquoi pas aussi Granola, soient les prochains personnages à influencer l'évolution de Vegeta, comme l'avaient fait Goku, Bulma et les Trunks jadis. Au vu du poids que prend le personnage dans le récit, je pense que Vegeta est en train de devenir un deuxième protagoniste, égal à Goku dans Dragon Ball Super. À la différence que Vegeta lui continue de profiter d'une excellente écriture. Et là, certains viendront me dire que Vegeta est mal écrit dans DBS car il a relancé sa rivalité avec Goku. Sauf que déjà dans Dragon Ball il l'avait jamais arrêté.
il avait seulement reconnu la supériorité de ce dernier. Et puis c'est tout à fait normal de se voir en compétition lorsqu'on est les deux élèves du même maître. On va forcément montrer à l'autre qu'on progresse plus vite, et il n'y a rien de mal là-dedans. Faut arrêter de voir le mal partout à un moment donné. Surtout que dans Dragon Ball, quand Vegeta et Goku ils sont rivaux, ils sont aussi ennemis et leur rivalité est dans un certain sens toxique pour Vegeta. Alors que dans DBS, c'est juste une rivalité entre deux potes qui veulent donner le meilleur d'eux-mêmes pour montrer qu'ils sont meilleurs que l'autre, et cela va les faire évoluer positivement. D'ailleurs, Vegeta souhaite toujours surpasser Goku sur la toute dernière case de l'épilogue du manga original. Et même dans GT, Vegeta avait aussi une phrase qui portait à croire qu'il voulait toujours surpasser Goku. Donc ça montre bien qu'il existe toujours une certaine rivalité entre eux avec ou sans Dragon Ball Super. Il s'agirait seulement d'arrêter de voir le mal partout. C'est comme ceux qui reprochent à Vegeta d'avoir encore des moments de fierté dans DBS. La fierté qu'il a dans la série n'a plus rien à voir avec celle qu'il avait dans le manga original. Et puis le personnage reste un Saiyan, il faut bien que Vegeta garde une notion de fierté, d'ailleurs Goku aussi est fier. Donc voilà, c'est vous dire. Au contraire, c'est même ce qui fait le personnage. En plus, cette fierté, il continue de la mettre de côté lors des moments cruciaux. Donc à un moment donné, faut arrêter. Arrêter de reprocher à Vegeta d'être Vegeta. Voilà, c'était l'instant coup de gueule envers les détracteurs de l'évolution du personnage sur Dragon Ball Super. Même si en vrai, ils sont pas si nombreux que ça. Heureusement. Dans la vidéo de Trunks, j'avais parlé de design très évocateur, mais dans le cas de Vegeta, c'est encore plus le cas. Il est introduit avec une armure Saiyan avec épaulettes et des sortes de protections au niveau des hanches. Puis ensuite, il abandonne ses épaulettes et ses protections, avant d'abandonner l'armure elle-même et de passer sur une simple tenue moulante, puis de passer enfin à un jogging et à un Marcel noir. Cette évolution montre bien une chose. Plus Vegeta s'humanise, plus son armure disparaît, laissant place à une nouvelle tenue, plus terrienne. On aime dire que DBS, encore une fois, brise cette évolution. Sauf que non. Il récupère juste son armure parce que dans l'arc Buu, on lui avait retiré parce qu'il avait pas le droit de l'utiliser dans le Tenkaichi Budokai, c'était les règles. Et vu ce qui s'est passé, il avait pas vraiment le temps de venir la récupérer chez lui à Capsule Corp, sachant que c'était l'apocalypse. Si le tournoi n'avait pas eu lieu, Vegeta aurait sûrement affronté Buu en armure, puisque celle-ci fait seulement office de tenue de combat. Dans Dragon Ball, comme dans Dragon Ball Super. Parce que regardez aussi les scènes de vie quotidiennes dans Dragon Ball Super. Il ne porte jamais son armure. Il a soit sa chemise bleue à manches courtes, soit la tenue qu'il a dans l'épilogue de Dragon Ball. Ce qui a donc changé, c'est qu'avant, comme à l'époque de l'arc Cyborg par exemple, Vegeta portait tout le temps son armure, même en dehors des combats. Cela montre subtilement la volonté du personnage à vouloir s'intégrer petit à petit à la vie sur Terre. Quand je vous dis que le design d'un personnage peut être un scénario à lui tout seul, Vegeta est donc un personnage extrêmement bien écrit et qui possède un développement et une évolution incroyablement bien maîtrisés. Ce qui me fascine chez ce personnage, c'est qu'on partait sur un personnage manichéen qui était juste méchant. Mais plus on passait les arcs et plus on se rendait compte que le personnage était en fait plus complexe que ça. C'est incroyable à quel point le personnage est devenu le plus profond et le plus touchant de son manga. Ce personnage nous montre l'importance que peut avoir une bonne influence sur nous lorsqu'on est amené à fréquenter les bonnes personnes, que ce soit une femme ou un frère d'armes. Même le plus grand criminel peut devenir bon. Là où je voyais en Trunks le porteur de leçons de vie sur la thématique de la maturité, pour Vegeta j'y vois la thématique de l'importance de bien choisir ses fréquentations, de l'importance de la remise en question qui est un point sur lequel Vegeta est souvent lié lorsque sa fierté est mise à l'épreuve, mais surtout, et la plus importante de toutes, la thématique de la rédemption. Sasuke, Zoro, Bakugo, Endeavor et j'en passe. Avec tous les personnages que je viens de citer, on peut clairement dire que Vegeta est un personnage souvent imité, mais jamais égalé. Car aucun autre mangaka que Toriyama a su trouver la juste subtilité pour écrire son personnage. J'attends donc avec impatience le jour où un autre manga arrivera à proposer un personnage de ce calibre-là. Car si les personnages de Dragon Ball sont devenus de véritables icônes de la pop culture, ce n'est pas par nostalgie, mais bien parce que comme Vegeta, ils sont des chefs-d'œuvre en eux-mêmes. Et si quelqu'un ose en douter, renvoyez-le sur ma chaîne, car après Trunks et Vegeta, je compte bien parler des autres personnages qui ont fait la gloire de Dragon Ball. Le prochain sera Freezer.
Il s'appelait Vegeta. L'histoire ne retiendra de lui que son courage, mais ses proches ne sauront jamais à quel point il les aimait. Cette vidéo touche désormais à son terme. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours énormément plaisir de voir les nouveaux abonnés arriver sur la chaîne. On a récemment atteint les 150 abonnés. Merci beaucoup. Le prochain palier, c'est les 200 abonnés. Ma communauté commence vraiment à prendre forme et ça fait vraiment plaisir parce que je vous réserve beaucoup de surprises en termes de vidéos, qui seront sûrement sur d'autres choses que Dragon Ball et même que les mangas en général. Sinon à part ça, même à vous de me dire ce que je pourrais personnellement améliorer sur les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis au revoir.